Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Diane Borcar, fondatrice de Bibloom et, comme tu te décris, génératrice d'enthousiasme. Diane, bienvenue sur le Hopcast. Merci beaucoup à toi, Thomas, de m'avoir sollicité pour ce podcast. En tout cas, moi, je me réjouis, mais vraiment, je me réjouis. Puis c'est trop cool d'être de l'autre côté de la pression, en fait. Alors, merci d'être venu jusqu'ici depuis Romont. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, aujourd'hui, on va échanger ensemble autour de l'état d'esprit pour se responsabiliser et devenir pleinement acteur de sa vie. Et si je reprends tes propos, pour plus de joie, de légèreté et une meilleure santé. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ton parcours, qu'est-ce qu'une génératrice d'enthousiasme, comment tu l'es devenue, et aussi à propos de Bibloom, qu'est-ce qui t'a motivé à fonder Bibloom? Beaucoup de choses. Oui. Alors là, ça dépend toujours combien de temps on a à disposition. Mais je vais essayer de synthétiser ce qui n'est pas ma plus grande spécialité. Enfin, moi, à la base, donc, je suis passionnée par les relations humaines, le transfert de connaissances et le partage d'expériences. Ça, c'est vraiment, je crois, la base de tout. Et donc, j'ai un parcours assez atypique, très autodidacte, où j'ai commencé dans l'hôtellerie. Et puis, rapidement, je me suis formée dans les ressources humaines parce que, pour moi, c'était une évidence de me spécialiser dans ce domaine-là. Et puis, comme j'étais passionnée aussi par le transfert de connaissances, eh bien, c'est toujours moi qui formais les nouvelles personnes qui arrivaient ou les nouveaux collègues, c'est toujours moi qui les formais. J'adorais ça. Du coup, assez rapidement, en étant déjà dans les ressources humaines, je me suis formée comme formatrice d'adultes. Sauf que je ne savais pas très bien quoi donner comme cours. Ça, c'était en 96. Je suis formatrice d'adultes, mais je fais quoi? Je me suis posé la question pendant de nombreuses années, mais qu'est-ce que je pourrais bien donner comme cours, en fait, au-delà de former les nouvelles personnes qui arrivaient dans l'entreprise. Donc, j'ai travaillé pendant 20 ans dans différentes grandes entreprises de la région genevoise. Et puis, en 2003, je suis devenue maman. Quelques mois plus tard, je suis revenue en Gruyère parce que c'est quand même ma région d'origine. Et là, je portais ma fille en écharpe. J'avais appris à la porter en écharpe à Genève, quand elle était tout bébé. Et quand elle a grandi un peu, je voulais apprendre à la porter dans le dos. Et puis, spontanément, je suis retournée à Genève, en fait, pour suivre le cours chez la même personne qui m'avait donné le premier cours. Puis, en revenant de Genève, je me suis dit, mais en fait, j'ai même pas regardé s'il y avait quelqu'un en Gruyère. Ça m'a même pas traversé l'esprit. Moi, je suis allée là-bas. Et donc, j'étais dans la voiture, je me suis dit, quand je vais arriver à la maison, je vais vite regarder. J'ai regardé, il n'y avait personne en Gruyère. Donc, immédiatement, j'ai envoyé un message à Suzy Mills, qui se trouvait en Suisse allemande, à Groube. Et puis, je lui dis, voilà, il n'y a personne en Gruyère. Est-ce que vous seriez intéressé à avoir une monitrice de portage en écharpe en Gruyère? Ce à quoi elle a répondu immédiatement que oui. Puis j'ai été contactée quelques jours plus tard par la responsable, que je vais mentionner d'ailleurs parce qu'elle a été sur mon chemin, elle est encore toujours sur mon chemin, Caroline Jacquard, qui a ouvert maintenant son entreprise Tulipe en janvier. Elle fait des bijoux, mais à l'époque, elle était impliquée aussi dans le portage des enfants en écharpe. Et donc, il y avait une formation 2 semaines plus tard à Fribourg, ce qui est incroyable. Avant, les formations, c'était toujours en Suisse allemande, mais là, c'était à Fribourg, en français. Et j'ai pris ce bateau-là. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à donner des cours en 2004. Et puis, depuis ça, en fait, j'ai toujours complété mon activité par des choses dont j'avais besoin moi-même. Donc, pendant une dizaine d'années, j'ai donné des cours dans le domaine de la périnatalité, le portage, mais après, j'ai fait la gym ballon-forme prénatale et postnatale pour les femmes enceintes et les jeunes mamans, la communication gestuelle pour les bébés, donc les signes pour les bébés. Et je fais ça pendant 10 ans. Et puis ensuite, j'ai croisé Caroline. Voilà, de nouveau, c'était perdu de vue avec Caroline, mais je l'ai croisée tout à fait par hasard. Puis là, je lui dis, j'ai un peu les antennes ouvertes pour compléter quelque chose. Et voilà, pour développer un peu mon activité je changeais un peu. Ça faisait quand même 10 ans que je m'occupais de ces jeunes parents. Et puis, quelques jours après, elle m'a donc partagé aussi qu'elle avait changé de domaine et qu'elle vivait de sa passion pour la bijouterie. Et quelques jours plus tard, elle m'envoie un mail en 2014 qui a été absolument transformateur. Le titre, c'était « J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint ». Et moi, je me dis, tiens, pourquoi elle m'envoie ça? Elle me dit, tiens, ça, j'ai pensé à toi. Alors qu'elle ne me connaît pas, donc on s'est perdu de vue. Ça fait elle a été importante sur mon parcours, mais je ne la connais pas. Elle m'envoie ça et je me dis, punaise, mais
ça décrit un peu le quotidien familial où c'est parfois compliqué, on n'arrive pas à se faire entendre, personne n'est jamais content, on se met un peu à crier sur les enfants, enfin, toutes ces choses-là qui étaient mon quotidien. Quand bien même, voilà, il semblait que ma vie était parfaite, enfin, tout était magnifique, un job que j'adorais, des enfants, 2 filles en pleine santé, une villa, un bateau, un mari, tout parfait. Donc ça semblait, tout semblait parfait, mais moi, je me sentais pas la maman que j'avais envie d'être. Puis ce mail, il décrivait tout ça. Puis je disais, mais punaise, elle est jamais venue chez moi, cette fille-là, c'est quoi? Et la dernière phrase, c'était, nous cherchons des animateurs et des animatrices pour ces ateliers, j'arrêterai d'aller sur mes enfants et mon conjoint, en Suisse, en Belgique et en France. Et là, j'ai dit, la Suisse, c'est moi. Pour la Suisse, c'est moi. Clairement, 2 semaines après, il y avait une formation à Paris. Pas tout à fait, 4 semaines après, en fait. Mais il y avait une formation à Paris et moi, j'ai tout organisé pour pouvoir aller là-bas, quand bien même elle était très chère et quand bien même il fallait organiser le travail. Enfin bref. Et ça a été extrêmement transformateur pour moi parce que là, j'ai repris ma vie en main, en fait. Là, je dis, OK, cette Diane, j'en veux plus. Et j'ai, en fait, ça bien sûr, ce programme-là était percutant, mais ça aurait pu être, je crois, n'importe quoi d'autre à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, j'étais dans une situation où j'étais prête à me transformer et à redevenir actrice de ma propre vie. Donc, c'est cet outil-là qui est passé sur mon chemin pour ça. Et puis là, j'ai compris aussi avec ça qu'en fait, je consacrais ma vie à vivre des expériences et à les transmettre. J'avais pas tout à fait conscience de ça à ce moment-là, mais donc j'avais fait dans la périnatalité. Là, j'ai commencé à intervenir dans la parentalité avec des outils pour les parents, pour qu'ils puissent se transformer. Donc, suite à ça, j'ai donné des ateliers pour les parents spécifiquement pour les parents d'ados. Donc, j'étais retournée à Paris pour une formation pour ça. Donc, voilà, c'était parentalité. Et puis après, en fait, moi, mes transformations personnelles ont été tellement fulgurantes que ça m'a comme propulsée dans une autre dimension. Dans une autre dimension complètement. Donc après avoir animé pas mal d'ateliers pour les parents qui venaient avec ce souhait de se transformer eux-mêmes, ils témoignaient tout le temps que quelque chose avait changé en entreprise, quelque chose avait changé dans leur rapport avec leurs collègues ou avec leurs employés ou avec leurs supérieurs. Et là, j'ai dit, mais moi, j'ai 20 ans d'expérience en entreprise, dans les ressources humaines. Je me suis toujours posé des questions. Pourquoi ça fonctionne pas comme je veux? Pourquoi les gens sont démotivés? Pourquoi ils n'ont pas envie de bosser? Pourquoi on propose des super programmes en entreprise, des choses géniales, et puis ils sont jamais contents? Mais c'est quoi? Et puis là, j'ai compris, mais en fait, ce qui fait le changement, c'est quand un humain a décidé de changer quelque chose. Donc, je dis, mais moi, je dois retourner en entreprise maintenant, parce que j'ai des réponses. Et là, j'ai créé des programmes spécifiques pour les entreprises, et puis je suis intervenue en entreprise. Donc voilà, c'est un peu une longue... Et c'est de là que tu as créé une longue réponse. Alors, Bibloom, il est arrivé à ce moment-là, parce que moi, en 2014, mes transformations étaient si profondes, et mon site qui s'appelait Bébé Gruyère, ça collait plus, en fait, avec des gens qui venaient d'abord de toute la Suisse romande, et pas seulement de la Gruyère, et pas pour des questions de bébé. Donc, et moi, ce que j'avais ressenti, c'est que je m'étais complètement épanouie, en fait. Je m'étais complètement transformée. Donc, je voulais un logo avec 2 O. Parce que je voulais pouvoir illustrer dans les O, je voulais illustrer une transformation. Et avec le graphiste que j'ai contacté, on a réfléchi, on ne trouvait pas. Moi, je voulais mes 2 O. Et puis un jour, il est arrivé avec Bloom. Il dit Bloom. Et moi, je dis, mais Bloom, mais c'est ça, absolument, parce que Bloom, s'épanouir. Et puis, dans mes 2 O, donc ils se sont transformés. Là, je mets peut-être comme ça. Avec, parfois, on se sent comme ça dans la vie. Et il y a plein de moyens de retomber sur ses pattes et de se sentir comme ça. Donc, voilà, ça, c'est mon Bloomy. C'est vraiment mon pote. Alors, il a été co-construit avec les graphistes, mais aussi avec l'aide notamment pour la touche finale de ma fille qui a dit « Ah, mais si on met une crête, ça va bien pour les parents d'ados. Ça fait un petit côté cool avec cette crête. » Donc, il a été co-construit, ce Bloomy. Et ensuite, c'est devenu Bibloom parce que moi, je me suis sentie bloomée, je me suis épanouie moi-même, mais je ne pourrais jamais épanouir quelqu'un d'autre. C'est juste impossible, en fait. Donc, Bibloom, ça veut dire épanouis-toi, fais-toi ce que tu veux. Et voilà, donc ça s'est transformé ça en 2015. Et puis alors, l'autre de tes questions qui était génératrice d'enthousiasme, alors ça, c'est venu encore un petit peu plus tard parce que moi, il m'a fallu d'abord faire mes transformations, ça c'est fondamental. Je ne peux pas transmettre quelque chose qui n'est pas
vécu dans mes cellules. Donc, mes gros travaux que j'ai fait en 2014. Et comme c'est un tel job de se transformer, j'ai fait 2-3 ans après de finition. Puis après, maintenant, je continue toujours avec du polishing et ça sera jamais fini, absolument jamais. Mais j'avais vraiment besoin d'avancer sur mon développement. Et puis, j'ai fait un constat. Donc, chaque fois que je croise quelqu'un dans la rue qui a pris un cours chez moi ou que je connais, on s'arrête et on discute un peu sur le trottoir et c'est très sympa et c'est pétillant et c'est waouh, quoi. On est directement connecté à l'authentique. On parle pas de la pluie du beau temps, quoi. On vient directement parler de cœur à cœur. Et j'ai fait le constat que chaque fois que je rencontre quelqu'un dans la rue et que qu'on a ce genre de conversation, je reçois quelques instants plus tard un message. « Ah, c'était sympa de te voir, ça m'a fait plaisir. Du coup, j'ai fait ci, du coup, j'ai fait ça. Soit je me suis inscrite à un cours, soit je me suis inscrite à Hope Sandeo pour faire du sport. Soit j'ai eu une conversation avec mon mari ou j'ai clarifié quelque chose avec un enfant, peu importe quoi. J'ai dit, punaise, c'est incroyable. Moi, je comprends pas ça, mais c'est le constat que je fais. Puis je me suis dit, mais en fait, quand on me voit, moi, je suis contente, je fais ce qui me paraît juste pour moi, et visiblement, ça fait quelque chose sur les autres. Alors, je me suis dit, je sais pas, il faut croire que je suis génératrice d'enthousiasme. Alors, je me suis auto-proclamée génératrice d'enthousiasme. Et puis, je me suis dit, il faut que je puisse proposer aussi quelque chose qui permette à des gens de venir à moi quand ils veulent, sans qu'on se connaisse nécessairement et sans qu'on attende que le hasard nous fasse nous croiser dans la rue. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec les entretiens d'enthousiasme. Mais toujours sous cette même formule que je vais vraiment créer l'environnement qui fait comme si on est des potes, en fait. On va pas avoir un coach parce que je suis pas coach, on va pas avoir un psy, on va pas avoir un thérapeute, on va chez Diane et puis on va ressortir avec quelque chose. Mais on est dans un rapport convivial, et voilà, comme j'aime. D'échanger et puis que tu l'amènes les pistes. D'échange, de partage, mais clairement qu'elle reparte avec des pistes. Alors des outils, là, quand c'est dans la rue, on me le dit, ok, ça fait, mais là, quand on vient vers moi pour ça, clairement, mon objectif, c'est bien sûr d'avoir une conversation conviviale, on boit le café, tout ça, mais j'ai quand même un objectif que la personne, elle ressorte plus haute sur l'échelle de l'enthousiasme, qu'elle ait monté quelques échelons et avec des actions concrètes à mettre en place. Qu'elle soit contente de dire, je vais faire ça maintenant. Puis qu'est-ce qui te motive à responsabiliser les gens puis de dire qu'il faut qu'ils deviennent acteurs de leur santé? De leur santé ou de leur bien-être ou de leur vie, oui. Alors, c'est défaut professionnel, je dis acteur de leur santé. Oui, bien sûr, parce que toi, c'est ton dada. De sa vie, oui, voilà, alors c'est ça. Alors, moi, en fait, j'ai cette conviction que on est tous là pour apprendre à se sentir bien, clairement. Sur cette planète, le but, c'est de se sentir bien. Et j'ai cette conviction que chaque personne qui se transforme profondément, qui fait ses prises de conscience et qui fait le job, parce que c'est quand même un sacré boulot, chaque personne qui fait le job, elle va inspirer 100 personnes autour d'elle. Et une personne qui est transformée, elle va plus faire du mal à quiconque. Ou en tout cas, elle va faire beaucoup plus de bien que de mal autour d'elle. On n'est jamais à l'abri de faire du mal, parfois même involontairement autour de nous. Mais en tout cas, on le fait pas. On est dans un état d'esprit complètement différent. On est connecté à l'amour, en fait. On n'est plus connecté à la peur et à la rancune, à la vengeance et à la jalousie. Enfin, toutes ces choses-là, on est connecté à l'amour. Et puis, je pense que le monde en a grand besoin. Donc, je me dis, chaque personne qui se transforme volontairement, elle ne reviendra plus jamais en arrière. Elle ne pourra pas, si on regarde à une échelle plus dramatique au niveau mondial, une personne transformée, elle ne va jamais trancher la gorge de son voisin, comme ça se fait dans certains endroits ou pays en guerre ou comme ça. C'est juste pas possible. C'est juste plus possible. Donc, pour moi, chaque personne, si je plante une graine d'étincelle de transformation de quelqu'un, forcément, le monde ne pourra que aller mieux, puisque aucune personne transformée revient en arrière. Et une fois qu'on a goûté à l'amour, en fait, inconditionnel, on veut plus faire du mal. Donc, le monde peut qu'aller mieux. Donc, c'est ça qui me motive, en fait. Ouais, et puis par rapport à ce que tu dis, c'est que ça doit venir de la personne. Ça commence par un travail d'être bien soi, pour qu'après, on puisse... éblouir un peu et transmettre aux autres autour. Absolument. C'est un peu ça. Absolument. Et ça, tout le monde l'a déjà observé. Je veux dire, tu te balades dans la rue, tu croises quelqu'un qui a le visage fermé, ça te donne pas, ça te fait pas te redresser et sourire. Tu croises dans la rue quelqu'un qui est souriant, qui tu sens qui est, voilà, qui
qui est content d'être là, quoi, qui est content de respirer, qui est content d'être en vie, bah, tu le croises et puis ça te fait waouh, quoi. C'est une autre énergie qui se transmet. Absolument, tout est lié à cette énergie. Il y a une phrase que j'aimerais reprendre que tu as notée sur ton site internet, je vais la lire. Il n'y a pas besoin d'aller mal pour avoir envie d'aller mieux. Cette phrase présente du coup sur ton site, elle est très parlante. Et à quel sens pour toi? Pourquoi tu l'as mis en grand dans ta page d'accueil? Alors, je l'ai mis en grand parce que d'abord, je suis persuadée que moi, je vois vraiment l'enthousiasme comme ça sur une échelle de 0 à 10. Alors, si on pose ça comme ça, il y a beaucoup de gens qui vont bien, qui sont fonctionnels, qui ont un travail, qui ont une famille, enfin, puis ils évoluent peut-être entre 3 et 4 sur cette échelle, ou 5, et puis de temps en temps, ils ont des belles éclaircies, puis ils montent à 8, 9. Et puis, donc, en dessous de 0, là, tu es plus fonctionnel. Là, tu as besoin de soutien médical enfin, ça peut aller assez loin, peut-être d'hospitalisation, je ne sais quoi, mais en dessous de 0, là, tu es plus fonctionnel. Et moi, clairement, j'ai aucune compétence et je ne sais pas. Je ne m'adresse pas à des gens qui ont besoin. Enfin, quoique ça a changé en fait en cours de route. Mais à la base, je ne m'adresse pas à des gens qui sont en difficulté médicale, si tu veux. Mais quelqu'un qui vit entre 3 et 5, enfin, sur son échelle-là, moi, ça me donne envie de le faire monter un petit peu, en fait. Enfin, non, ça me donne pas envie de faire quelque chose pour les autres. Je suis plutôt là pour ceux qui veulent faire quelque chose pour eux. C'est carrément un peu à l'envers. Mais je me dis, punaise, parce que je l'ai fait moi. C'est le résultat de mon parcours. Moi, je suis jamais descendue à -1. Enfin, j'ai cette chance-là. Et quand bien même ça aurait été le cas, ma foi, ça arrive. C'est pas. Mais moi, j'ai cette chance-là. Mais par contre, quand j'étais entre 2 et 3 et 4 et 5, c'est pas tous les jours agréable. Par contre, quand on évolue à 7, 8, 9, 10. Donc, pour moi, c'est pas. Parfois, les gens, ils pourraient croire justement qu'il faut être malade pour faire quelque chose, ou aussi dans les entreprises, que mais si je fais appel à Diane, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon entreprise et tout. Non, il ne faut pas qu'il y ait des choses à aller mal. Et c'est même plus puissant. C'est-à-dire que quand on va bien, on a plus de ressources pour aller mieux. Ça nous demande beaucoup plus d'efforts quand on est en dessous de 0, ou quand une entreprise a des grands problèmes de relationnel, toutes sortes de difficultés dans l'entreprise. C'est beaucoup plus difficile de transformer les choses que quand ça va déjà plutôt bien. Puis c'est une piste de développement, quoi. C'est aussi dans une entreprise, le fait, même si ça tourne déjà bien, ça va bien, il y a une bonne ambiance générale, on va dire, c'est pas pour autant qu'on doit attendre que ça va mal pour dire ok, c'est le moment d'aller mieux, mais on peut toujours aller mieux, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours voir des nouvelles. C'est là qu'on passe aussi quand même des sacrées étapes. C'est-à-dire que ça peut aller bien, oui, ça peut aller bien, mais il y a quand même, si ça pétille, c'est beaucoup mieux. Enfin, je veux dire, si on passe un peu ce truc, c'est la vie. Moi, je vois aussi un peu ça comme, disons que sur cette échelle, si je reprends ça, quand autour de 5, 6 comme ça, tu as la couche de brouillard là, couche de brouillard. Alors, quand tu vis ta vie entre 1 et 5 comme ça, eh bien, tu es sous cette grisaille, et puis régulièrement, tu as des éclaircies, tu en as plus ou moins, en fait. Et puis, certains ont beaucoup d'éclaircies, et ils ont une vie vraiment chouette, d'autres en ont un peu moins, mais ils sont quand même sur le sol, ils sont en dessous de cette couche de grisaille. Et puis quand tu es 6 au-dessus, en fait, c'est comme si tu as traversé ça, comme si tu prends la référence, tu prends un avion. Toujours, quand tu es dans un avion, quand tu traverses cette couche, parfois elle n'est pas là, mais quand elle est là, que tu l'as traversée, tu es toujours dans le ciel bleu. Voilà. Donc c'est exactement ça, en fait. Tu traverses ça, et c'est ça qui est difficile à faire, traverser cette zone-là. Après, tu es dans le ciel bleu. Alors oui, tu auras toujours dans ton ciel bleu des nuages, plus ou moins foncés, des trucs, mais tu souffles dessus, mais tu évolues dans le ciel bleu. Tu évolues pas sous cette grisaille. Et en fait, c'est ça que je vois vraiment comme différence. Alors là, on a le choix. On peut vivre très bien avec ces éclaircies, et puis là, je pense même la majorité des gens vivent comme ça,
où on peut ressentir à un moment donné le besoin de dire non, mais moi, en fait, j'ai envie de vivre dans le ciel bleu. Ça me fait un peu le parallèle avec le sport santé, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des douleurs pour se dire ok, on prend soin de sa santé, on se maintient, on continue à s'améliorer aussi, Exactement. que d'attendre que quand ça va très très mal et puis que là c'est beaucoup plus difficile. C'est plus difficile justement à remonter entre guillemets la pente que de commencer un peu plus tôt et voilà. Donc c'est un peu un parallèle. Absolument, mais complètement. Tout ce que tu fais, tout ce que je partage, mais on est 100% sur la même ligne. On a comme un autre canal. Mais c'est ça, 100% dans les mêmes outils, mais l'état d'esprit est important dans tous les cas. Tu aussi par rapport à donc bon, tu nous as déjà beaucoup parlé sur ton approche, mais peut-être plus encore spécifiquement, tu pourrais peut-être dire encore quelque chose et comment elle peut avoir un impact sur une meilleure santé. Alors, peut-être que pour répondre à cette question-là, je vais citer quelque chose que je dis souvent dans les ateliers ou dans ce que j'anime. Les médecins passent 2/3 de leur temps à soigner des personnes dont le diagnostic est directement ou indirectement impacté par un état d'esprit négatif. 2/3 de leur temps. Donc on entend sans arrêt les problèmes avec les coûts de la santé, les primes maladies qui augmentent et tout ça. Et moi, ça me fait mal au ventre de me dire que dans le système de santé, sans arrêt, on essaye de réduire les coûts, le personnel infirmier, hospitalier, médical est mis sous pression monstre. Les gens qui sont malades, on les renvoie à la maison souvent trop tôt, avant qu'ils soient vraiment en forme, parce qu'il ne faut pas faire exploser les coûts de la santé. Alors que parfois, ça serait juste judicieux de les garder un jour ou deux de plus. Et on ne prend pas en considération le fait que si les gens changeaient simplement d'état d'esprit, 2/3 des coûts de la santé diminueraient tout seuls. Mais c'est énorme. Alors on vient nous casser les pieds, on va faire des économies de bout de chandelle sur du matériel, je sais pas. Enfin bref, on marche sur la tête, à mon sens. Et là, j'ai même une anecdote avec ça. 2/3, non mais tu te rends compte, c'est énorme. Tu vois, et il y a besoin de beaucoup de moyens financiers pour prendre en charge quelqu'un qui a une très grave maladie ou qui a eu un très grave accident. Enfin, puis là, cette personne, elle devrait être soutenue et accompagnée. Elle devrait avoir une infirmière peut-être ou n'importe, du personnel qui s'occupe vraiment pour remettre sur pied. Mais toutes les autres choses, 2/3, ça peut être juste pris en charge par des gens qui se responsabilisent, quoi. Et là, j'ai une anecdote parce qu'un jour, donc j'ai une boutique en ligne sur laquelle je vends notamment des roues des émotions. Et j'ai un neurologue qui m'appelle pour commander une roue. Puis il me dit, un neurologue qui commande. Enfin, je trouvais juste génial. Je dis, c'est super que vous commandiez ça. Et puis il me dit, oui, mais moi je suis persuadée, l'état d'esprit des gens, c'était super important et tout. Enfin, on commence à avoir une discussion. Et puis je lui parle de cette statistique, donc que 2/3 des médecins estiment qu'ils passent... les médecins estiment qu'ils passent 2/3 de leur temps à prendre soin de personnes dont l'état est impacté négativement par le pessimisme, bref, par ce fléau. Et il me dit, vous voulez savoir le vrai chiffre, Madame Burkhardt? Et puis moi, je dis, c'était quand même un neurologue, tu vois. J'étais là, oui, je me suis dit, mince, j'ai pas les bons... Parce que, voilà, des fois, c'est des sources, puis tu sais pas... Tu vois, tu les dis comme ça, mais je sais pas exactement où je l'ai vu. Enfin bref, et il me dit, je vais vous dire, madame, c'est 100% de leur temps que les médecins passent à prendre en charge des maladies de gens qui sont directement impactés par leur état d'esprit négatif. Et là, je suis restée, wow, 100%. Alors j'ai dit, moi, je vais rester avec mes informations de 2/3 du temps, parce que si je dis 100%, je vais juste pas être crédible. Mais enfin, c'est quand même venu d'un neurologue au CHUV, et je me suis dit, ok. Enfin, en tout cas, ça confirmait l'importance de se responsabiliser et de faire en sorte de se libérer de ce fléau du pessimisme et de s'orienter vers un état d'esprit où on voit la vie du bon côté, quoi. On en discutait justement avec un physio dans un des derniers épisodes et justement par rapport à une rééducation, par exemple, l'état d'esprit dans lequel la personne va venir, comment elle voit son traitement, ça a des impacts incroyables et ça, dans un sens comme dans l'autre. Ah oui. Donc c'est là qu'on voit que la puissance du mental et de l'état d'esprit général, comment on aborde les choses, qui est hyper importante. Donc ça ne m'étonne pas du tout de ce que tu dis, quoi. Mais c'est un point que c'est pas forcément évident
de faire évoluer des fois l'état d'esprit. Faut de nouveau que la personne accepte, que de dire, OK, il y a un changement à faire de ce côté-là. Et c'est abstrait un peu l'état d'esprit. C'est ça qui est difficile. Ouais. Et je pense que pour vous, ça doit être difficile, vous, ce physio ou tout ce que tu fais dans ce métier, parce que les gens, ils viennent avec soit une problématique physique pour la physio, soit pour faire du sport, et puis ils viennent pas forcément chercher un changement d'état d'esprit. Puis ça peut être parfois, quand on a cette conscience-là, ça peut être un peu délicat aussi d'amener la personne à prendre conscience que voilà, toi tu peux vraiment aider avec le sport, avec tout ce que tu vas proposer, mais enfin, ne change pas d'état d'esprit, ça va pas donner grand-chose. Puis comme ils viennent pas vers toi pour ça, ça peut être parfois un peu délicat de... Après, ils viennent des fois aussi pour un accompagnement donc général. Donc, OK, il y a la séance de sport santé qu'on donne. Mais c'est vrai que moi, je trouve que ça va bien au-delà de cette séance-là. Ça se passe par du suivi aussi en dehors, de toujours voir si tout se passe bien. OK, quand tout se passe bien, on peut laisser aller. Il n'y a rien de spécial à faire vu que la personne est sur la bonne voie. Puis dès qu'on voit que, par exemple, c'est typiquement des gens d'un coup décrochent un peu, viennent pas une semaine, viennent pas 2 semaines. OK, on va envoyer un petit message, voir un peu ce qui se passe, voir comment elle se sent. Et puis c'est là que je trouve il y a beaucoup de psychologie dans l'accompagnement des personnes. Et on revient à l'état d'esprit. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que, notamment quand il y a des douleurs, parce que nous on côtoie aussi beaucoup de personnes qui ont des douleurs, peu importe où, mais des douleurs de manière générale. Et puis de comment il y a des choses qu'on peut traiter entre guillemets, mais qu'on peut agir dessus en termes physiques. Mais après, dès qu'il y a une part aussi mentale dans la tête, on sait que les douleurs partent quand même de la tête et les douleurs sont très multifactorielles. Donc c'est sur ces impacts aussi qu'on peut avoir. Et puis c'est clair qu'on va au-delà de la séance de sport santé, quoi. Ou des exercices spécifiques, on va bien au-delà de ça. Mais effectivement, il faut que la personne réceptionne les choses. Après, il y a manière de dire aussi, de comment on amène les choses. Mais c'est clair que c'est un petit point pas évident des fois, mais intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant, en tout cas, la psychologie humaine, et puis de comment faire évoluer des gens. Et puis, comme tu dis, on a chacun nos canaux un peu pour transmettre ça, mais c'est hyper intéressant. C'est enrichissant aussi pour ceux qui accompagnent. Ah bah oui. On s'élève aussi, clairement, nous, du coup. Absolument. Du coup, ma prochaine question, quelles sont les principales barrières auxquelles les gens sont confrontés lorsqu'il s'agit de cultiver l'optimisme et devenir acteur de leur vie? Deuxième partie, comment peuvent-ils surmonter ces obstacles, ces barrières? Bon, les plus grands obstacles, je pense que c'est la peur, en fait. La peur ou la... Ouais, c'est ça. Parce que... Je trouve pas le bon mot, en fait. C'est la paresse qui me vient, mais c'est... L'appréhension. Parce que c'est... OK. Si je me tourne dans l'autre sens et puis que j'imagine ce que toi tu fais par rapport à moi, je suis pas sportive. Et puis je me dis tout le temps, mais vraiment, faut. Alors, je suis dynamique, je bouge, je vais marcher tous les matins, je commence pas une journée sans aller marcher. Donc voilà, je suis pas, base. Voilà, je suis pas complètement sédentaire, je bouge, mais je suis pas sportive. Et puis chaque fois je me dis mais il faudrait que faire. Donc il y a une certaine manque de motivation, une certaine paresse. Et je pense que c'est la même chose pour prendre la décision de changer d'état d'esprit, en fait, ou de reprendre les rênes de sa propre vie et tout. Il y a des peurs parce que clairement, et elles sont justifiées, parce que clairement quand on change profondément, notre échiquier autour de nous, il ne va pas forcément changer ou il ne va pas forcément accepter. Tu parlais de résistance au changement avant qu'on commence cet entretien. Il y a une forte résistance et les changements font peur. Donc forcément, quand on se transforme, il peut y avoir des dégâts collatéraux, on pourrait dire, et ça fait peur. Bien sûr, ça fait peur. Donc ça, je pense, c'est le premier obstacle. Et puis, après, oui, voilà, te dire, mais j'ai pas envie de consacrer 5 ans de ma vie à bosser sur moi. Enfin, c'est comme si tu verrais transformer une maison. En fait, tu peux imaginer aussi ça. J'aime bien cette image. Ton corps, toi, tu as une vieille ferme délabrée, là, et puis il faut la rénover de la cave au plafond au toit. Et puis, quand tu te trouves là-devant, tu n'as peut-être pas le courage ou l'énergie, l'envie. Enfin, c'est un gros job, quoi. C'est vraiment un gros job. Et quand on voit aussi, entre guillemets, tout d'un coup on prend un peu conscience peut-être de l'ampleur de la tâche, c'est sûr. Voilà, ça c'est un peu les obstacles. Et puis au début, en tout cas, un effort à fournir. Et c'est ça aussi qui fait des fois le premier pas est difficile. Et oui. Puis après, quand on goûte à ça et que on va continuer, et puis on y va pas à pas, et puis c'est bon, mais
c'est vraiment d'enclencher le truc. Alors, je pense que ce qui lève les obstacles le plus facilement, c'est justement quand on ressent ce besoin, quand on se sent éteint, en fait, on se sent mourir à petit feu. Et puis là, tout d'un coup, il y a... Alors, ça va être différent. Allons peut-être par catégorie, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont se lancer là-dedans suite à un clash, en fait. Un burn-out ou une maladie, un accident, un déclencheur un peu négatif. Ouais, une embûche sur le chemin de vie qui tape tellement fort que tout d'un coup, on ouvre les yeux et on fait des prises de conscience. Mais pour beaucoup, c'est justement tout d'un coup de sentir, mais moi, je me sens au bout de ma vie, quoi. Je me sens mourir, il y a plus d'entrain, il y a plus d'enthousiasme, c'est la routine, c'est morose, enfin... Et puis tout d'un coup, il y a comme une espèce de force de vie là qui arrive puis qui dit mais je dois changer quelque chose. Pour moi, l'impulsion, c'était vraiment ça. Moi, je me disais mais punaise, j'ai tout ce qu'il faut pour me sentir bien. Enfin, j'ai la vie parfaite. Mais quand même, je passais beaucoup de temps justement à m'énerver. C'était surtout ça. Pour moi, je m'énervais beaucoup contre les enfants. J'étais pas la maman que j'avais envie d'être. Je pouvais plus me voir, en fait. Puis tous les soirs, je disais à mes filles, oh, aujourd'hui, maman est un peu énervée, mais je vous aime très fort. Enfin, gros câlin. Demain, on passe tous une super journée. On est tous de bonne humeur. Et puis, voilà, je les mettais au lit, gros câlin, bisous, remplis d'amour. Et puis, le lendemain, elles se réveillaient, commençaient à se chicaner. C'était déjà reparti. Je dis, mais moi, je veux plus de cette vie, quoi. Je ne peux plus me voir comme ça. Donc, en fait, après, il y a eu un déclencheur qui était ce mail. Mais après, ça, c'était un outil qui a été très puissant qui m'a permis de traverser un peu cette couche d'ozone. Mais c'était... Enfin, cette couche d'ozone, non, cette couche de grisaille, ouais. Là. Mais c'était hyper puissant. Mais après, ça ne s'arrête plus, en fait. Après, c'était le départ en 2014. Mais là, on est 2023. Puis moi, j'arrêterai jamais, en fait. Je consacre ma vie à ça. Alors, forcément, en y consacrant toute ma vie, c'est sûr qu'il y a des choses qui ressortent pour être distribuées au monde, parce que c'est comme évident. Puis qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces personnes qui souhaitent développer cet état d'esprit de voir plutôt le verre à moitié plein que moitié vide? Moi, je leur dirais juste, allez-y, quoi. Allez-y, faites le job. Faites le job, parce que c'est vraiment ça, quoi. Prenez les choses l'une après l'autre, mais prenez la décision. Prenez la décision de vous occuper de vous, de vous transformer, et pas de penser, ouais, mais si l'autre, il était différent, ça irait mieux pour moi. Non, juste comment moi, je peux changer quelque chose, parce qu'on a tout en nous, c'est que chez nous. Et quoi que ce soit qui se passe à n'importe quel moment, c'est toujours les changements, c'est toujours chez nous. Allez faire. Donc, ouais, je dirais mais vas-y, parce qu'il n'y a que des beautés devant toi. Mais comment on prend cette décision? C'est abstrait. Hein? Oui, c'est abstrait. Mais justement, comme je dis, c'est tout d'un coup, il y a un élément, il y a quelque chose qui nous fait sentir tellement mal qu'on va prendre le téléphone et on va appeler quelqu'un, ou c'est pas seulement... bien sûr, je pense que dans tout ce travail de transformation, il y a, pour une part, c'est bien de saisir les mains qui sont tendues autour de nous, en fait, et puis d'aller vers quelqu'un. Mais pas que, ça peut être aller sur YouTube, chercher des trucs, faire en autodidacte des choses, lire des livres. Mais vraiment, à un moment donné, c'est toujours quand on se sent mal, en fait, qu'on se dit non, mais là, ça va plus, il faut que je fasse quelque chose. Et voilà. Après, il y a des gens qui vont pas avoir besoin de se sentir trop mal pour le faire. Puis tant mieux, il n'y a pas besoin de leur donner des conseils. Ils vont peut-être des gens qui vont très bien, qui entendent notre conversation, puis qui se disent ah ouais, moi j'ai vraiment envie d'aller encore mieux. Mais ils n'ont pas forcément besoin de. Mais par contre, ça prend quand même toujours une décision. Il faut toujours décider. Ok, je veux changer quelque chose. Je fais quoi? C'est quoi l'action que je mets en place? J'appelle quelqu'un, je lis un livre, c'est quoi la meilleure manière pour moi? J'appelle Op Santé pour me mettre au sport. On peut rentrer par n'importe quelle porte, en fait. C'est égal. Ouais. Et il y en a, ce qui est génial aujourd'hui aussi, c'est qu'il y a un très, très, très large choix. Donc, il suffit juste d'ouvrir un peu ses antennes et connecter à la personne avec qui on a envie de faire un bout de chemin, en fait. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que ça doit partir de soi. Ah oui. C'est le point clé. Oui. Sinon, en fait, on peut rien faire. Et combien il y a de personnes qui vont, je sais pas, ils vont pendant 10 ans chez leur psychologue, enfin voilà, on leur a conseillé, ils vont pendant 10 ans, et puis il se passe rien. Il se passe rien. Puis encore, ils critiquent le psychologue quand même, qui est nul. Il dit, c'est juste que la personne, elle a rien décidé. Mais je le vois ça avec les douleurs, typiquement.
Il y a des choses qu'il y a à changer certainement et à faire un peu différemment, mais ça revient aussi au même. Si la personne n'a pas décidé de dire ok, maintenant j'empoigne un peu le taureau par les cornes, j'empoigne le truc et puis je mets toutes les actions possibles en place pour que ça aille mieux. Après, des fois ça marche pas, des fois on aura besoin on en discutait aussi en off, mais des fois on aura besoin de médecine peut-être. Mais voilà, c'est un tout ensemble, mais ça doit venir de la personne, d'être acteur de sa santé, quoi. C'est ça, ou de sa vie, tout simplement. Par rapport à, est-ce que tu as des expériences que tu pourrais, soit personnelles, alors tu nous en as déjà dit quelques-unes, mais, ou avec des personnes que tu as accompagnées sur ce changement d'état d'esprit qui t'ont marqué, sans dire de nom, mais juste un peu des aperçus, si tu en as. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'en ai tellement. Moi d'abord, ça c'est clair. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une cellule de mon corps qui est la même qu'il y a 7 ans en arrière, en fait. Ou on a 2014 à 2023. Je te laisse calculer. Non, ça fait 9. Ça fait 9 ans. 9 ans ouais. Donc, il n'y a pas une cellule de mon corps qui est similaire à ce que c'était il y a 9 ans en arrière. Donc, pour moi, voilà, déjà là, absolument tout a changé. Dans ma vie, dans mon regard sur la vie. Parce que moi, je suis la même. Je veux dire, je mesure à peu près la même. J'ai peut-être perdu 1 ou 2 centimètres, mais je suis la même personne. J'ai ce lieu depuis 10 ans. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de moi que tout a changé. Mais du coup, pour répondre à ta question, au plus simple, je vais juste te citer peut-être les 2-3 dernières choses que j'ai vécues depuis mon retour d'Irlande. Donc, le lendemain de mon retour, je donne une conférence et un workshop pour 50 personnes du groupe E à Estavayer. Et là, il y a une dame qui vient vers moi à la fin et elle me dit « Oh, c'est magnifique de te revoir. » Moi, j'étais un peu gênée parce que je ne me rappelais pas du tout d'elle. Je dis « Ah, mais tu as participé à des cours d'été ?» Je dis « Non, je t'ai entendue dans une conférence il y a 7 ans. » Donc moi, je ne sais pas quelle conférence. Et ça a transformé ma manière de voir la vie. C'était 1 heure de conférence il y a 7 ans en arrière. Et voilà, elle témoigne de ça. Une autre personne... Je vais boire un café avec elle, une amie. Et puis, dans la conversation, elle me dit, mais c'était tellement incroyable de te rencontrer parce que c'est toute ma vie qui s'est changée. Parce qu'elle c'était incroyable, cette dame-là. C'est vrai, on a eu 1 ou 2 conversations, mais pas grand-chose, en fait. Mais je sais pas, et c'était même pas dans l'idée. Elle n'est pas venue me voir dans l'idée de changer quelque chose. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé pour elle, mais c'était comme... Un déclic. Comme un déclic incroyable. Alors, elle est en route, enfin tout ça, mais elle a vraiment senti le virage à 180 degrés en deux conversations, quoi. Enfin, puis maintenant, voilà, elle est hyper reconnaissante, mais après, elle voit plein d'autres personnes. Enfin, elle continue son chemin. Elle a un autre regard, c'est clair. Et puis, il y a une troisième qui me vient à l'esprit aussi, mais alors là, c'est une personne que j'ai vue pas plus tard qu'hier, qui est venue en entretien d'enthousiasme, justement. Et puis, dans la conversation, elle me dit, mais Diane, tout ce que je te partage maintenant, tout a commencé quand j'ai suivi avec toi un atelier qu'elle a fait il y a 5 ans en arrière. Moi, je me rappelais pas vraiment. Enfin, j'avais pas pris conscience que tout ce qu'elle expérimentait, tout ce qu'elle partage, tout ce qu'elle vit maintenant, ça avait commencé à ce moment-là. Donc, enfin, voilà, c'est... Après, ça peut paraître... C'est pas une question hyper agréable non plus, parce que ça peut paraître comme un peu prétentieux. Enfin, il y en a juste tellement... Mais... Je trouve pas que ça paraît prétentieux. Et au contraire, je trouve que ça montre que tu as eu un impact dans des vies, et puis des fois même sans forcément le vouloir, en avoir conscience, on va dire plutôt. Ouais, c'est pour moi, moi je tombe chaque fois des nues, en fait. Ça vient naturellement. Parce que j'ai cette chance d'en avoir beaucoup, et puis je me dis, mais waouh, c'est extraordinaire. Mais en fait, j'ai aussi cette compréhension, peut-être, ou croyance que c'est chaque personne qui se transforme, elle vit la même chose. Parce que cette dame avec qui je buvais le café, qui m'a dit « Ah, mais c'est tout ça », elle a déjà enclenché des changements chez plusieurs de ses copines. Vraiment, des personnes que moi, je ne connais pas du tout, mais c'est parce qu'elle s'est transformée. Elle me dit « Ah, mais tiens, ma copine, elle partage quelque chose qu'elle n'avait jamais fait avant, puis maintenant, elle ose faire. » Enfin, et je sais que c'est parce qu'elle s'est transformée que ça a cet impact. Donc moi, je vois tout, ça fait des ricochets comme ça, et c'est clair, n'importe qui se transforme, qui fasse un travail comme moi ou pas. C'est pas besoin d'être génératrice d'enthousiasme, de créer Bibloom, briller dans toute cette aventure de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas besoin de ça. N'importe qui se transforme, qui travaille même à l'usine, elle va transformer, elle va contribuer au bien-être des gens qui sont à côté d'elle. Tout le monde, c'est comme ça. C'est la magie.
C'est de la magie. La transformation. Oui, oui. Moi, je suis persuadée de ça. Donc, moi, je ne prends aucun crédit, en fait, parce que toutes les personnes qui font quel que soit thérapeute, n'importe où, ce que toi tu fais aussi, c'est la même chose. Donc, reçoivent ce même genre de retour. Et même ceux qui font pas, qui ne font pas de leur transformation un métier, en fait, pareil, ils reçoivent des retours extraordinaires parce qu'ils transforment les gens autour d'eux. Mais c'est vrai que nous, on met les outils à disposition, le contexte. Quand on propose, je pense, dans tes accompagnements, c'est la même chose. Mais après, on revient au centre. C'est que si la personne, elle ne prend pas les décisions ou si elle ne vit pas la chose pleinement, ben, les résultats ne seront pas la même chose. C'est clair. Pourtant, la prestation est la même. Ah ouais, c'est clair. Du coup, la prochaine, c'est prochaine question. Donc, comment ton approche, donc avec cet état d'esprit que tu mets en avant, peut influencer, par exemple, notre attitude envers le sport santé? Là, je ramène dans notre domaine et je rajoute une petite question à celle-là, c'est comment encourager les 40 et plus à adopter une approche active dans leur santé. Donc, voilà. Alors, comment répondre à ça? Moi, je pense que n'importe qui, justement, qui se responsabilise, qui comprend ce principe de responsabilisation personnelle, qui prend en charge sa propre vie, qui devient acteur de sa propre vie, va tomber sur les mêmes thèmes. C'est-à-dire que forcément, quand tu prends soin de toi et de ta santé, parce que c'est ça le but, de se sentir bien, donc d'être en bonne santé, tu vas comprendre la nécessité de faire bouger ton corps, tu vas comprendre la nécessité de manger correctement, tu vas comprendre la nécessité de changer d'état d'esprit. Enfin, tu arrives sur tous les mêmes thèmes. Donc, peu importe par où tu rentres, à un moment donné, tu comprends pour la santé. Moi, ça me donne vraiment presque envie de prendre un abonnement chez toi. Ah oui, mais il faut que j'en fasse un peu plus là. Parce que tu as cette ouverture, tu vois. Et donc forcément, des gens qui prennent la décision de se prendre en charge, ils vont arriver dans quelque chose en lien avec le sport. Et moi, j'adore ce que tu proposes, vraiment, parce que tu as pour les plus de 40 ans et de mettre le sport au service de sa santé. Parce que, voilà, moi, j'entends toujours le sport, c'est un effort, je vais mourir les courbatures pendant 3 jours, enfin... ou la performance, ou comme tu me disais aussi un peu avant notre entretien, il faut faire du sport pour être beau, avoir les beaux machins. Et moi, ça me fatigue d'entendre déjà ça. Mais tu vois, nous, ça rejoint ce que tu dis, parce que nous, notre truc, c'est on essaie d'accompagner les 40 et plus pour qu'ils puissent profiter un maximum de la vie, pleinement de la vie. Ben oui, donc en soi, c'est un exactement. C'est clair que nous, on y croit à fond, que le fait d'être en mouvement, déjà d'être actif tous les jours, de rajouter du renforcement, plus on avance aussi en âge, plus c'est important pour pouvoir profiter. Mais nous, on dit le programme qu'on prépare, on les prépare à ce que les personnes veulent faire en dehors de nos séances. C'est-à-dire ce qu'on doit peut-être faire au quotidien, nos tâches quotidiennes, mais aussi tous les loisirs, que ce soit sportifs ou non sportifs en dehors. Notre but, c'est qu'ils aient la préparation suffisante pour pouvoir profiter de ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Oui. Donc c'est ça un peu notre message à nous. Oui, mais j'adore. Franchement, moi je te dis chapeau. Peut-être que dans le prochain épisode, on fera le contraire. Je garantis pas pour l'instant, mais ça pourrait bien. En tout cas, j'adore vraiment ce que tu proposes, ce que tu fais. Puis c'est chouette aussi, justement, de mettre en lien des gens qui ont des outils différents, des approches différentes, mais ils vont vraiment dans la même direction, quoi. Je trouve que l'état d'esprit, c'est un peu le liant, en fait, de tout ce mode de vie, parce que tu as dit toutes les sphères un peu de la mode de vie, on peut rajouter encore le sommeil par rapport à ce que tu as dit. Sûr. Et c'est vrai que dès qu'on prend conscience un peu de certaines choses avec notre état d'esprit qui s'élève, ça permet de se dire, ok, il y a ces points-là peut-être de ma sphère, les différentes sphères de ma vie, que je peux avoir un impact un peu différent dessus, peut-être ça aura un impact sur l'autre sphère, enfin voilà, c'est un peu un tout qui est connecté, mais c'est vrai que l'état d'esprit dessus, moi en tout cas, je trouve que c'est une part hyper importante. Puis on en parlait aussi un peu en off, que moi je viens du sport performance, et l'état d'esprit dans le sport performance est hyper important. Après, voilà, retranscrire en santé, parce que les objectifs sont pas les mêmes que quand on fait de la performance, mais voilà, la tête, là, je fais le signe pour ceux qui regardent la caméra, mais voilà, la tête est hyper importante, je trouve, dans tous ces domaines-là, quoi. Et dans le développement personnel aussi pour ça. Donc quel accompagnement j'ai la peine à poser les questions aujourd'hui, quel accompagnement tu proposes pour les personnes qui aimeraient se faire accompagner par toi?
Alors, ce que je propose aux particuliers, c'est des entretiens d'enthousiasme. Ça, c'est vraiment ce que le centre actuel, parce qu'effectivement, j'ai beaucoup d'offres, il y a beaucoup de choses qu'on trouve encore sur mon site que je propose, mais que je ne mettrai peut-être pas en avant maintenant en réponse à cette question. D'abord parce que c'est l'été et puis qu'il n'y a pas trop de cours, et parce que je suis en grande transition moi-même maintenant, professionnelle. Donc, les entretiens d'enthousiasme, ça, c'est vraiment le cœur, je dirais, maintenant, de ce que je propose aux particuliers. Et de la radiesthésie, j'ai commencé vraiment à intensifier la radiesthésie. Et puis alors, dans les entreprises, je propose là des ateliers en groupe, d'accompagnement individuel aussi, mais dans les entreprises, c'est plutôt des conférences, des workshops ou des ateliers en groupe de 10-12 personnes, où là, j'accompagne sur plusieurs rencontres. Ça, c'est un petit peu ce que je pratique le plus maintenant. Et puis, tu es en train d'évoluer un peu dans d'autres choses qu'on découvrira dans le futur. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est que je suis partie donc 10 mois en Irlande. Oui. Je ne sais pas si tu veux arriver avec ta question d'abord. Non, voilà. Donc, en fait, ce qui est un petit peu en transition, c'est que je suis partie 10 mois en Irlande. Et puis, ça a mis forcément... j'ai organisé pour que tous mes cours aient lieu en mon absence. Tout a continué. Mais pour moi, je ne les donnais plus, donc notamment pour les jeunes parents avec les bébés. Et ça, j'ai l'impression que peut-être ça a fait un tournant. En tout cas, je vais maintenant plus loin, il me semble, dans cette compréhension juste de partager des expériences. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je suis plus là pour donner des cours, quand bien même c'était tellement ma passion, mais pour juste partager mon vécu, mon expérience. Donc là, j'ai écrit un livre pendant ce voyage, et maintenant je suis en train de préparer une conférence qui relate ce voyage, et puis je me sens simplement plus... il me semble qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à moi, qui soit dans, voilà, mon expérience. Et plus dans... Même mon logo, j'ai l'impression que je vais le changer parce que je l'annonce, c'est un peu une première, mais le Big Bloom Free Yourself, il me donne une impression que je dis à l'autre, Free Yourself, libère-toi. Et puis, j'ai plus envie de ça, en fait. J'ai envie juste de partager et puis peut-être de changer Big Bloom, Be Myself. Parce que le but, c'est ça, c'est que moi, je sois moi-même et que je parle de moi ou de mon expérience. Bien sûr, pas de moi comme moi, enfin pas ça, mais de partager mon vécu, mon expérience. Et puis, je pense que si chacun faisait ça, Be Bloom, Be Myself, eh bien, le monde irait simplement mieux. Parce qu'on balayerait tous devant notre porte, on partagerait sur ce qui nous concerne, nous. On quitterait justement tous ces critiques, ces jugements, ces histoires des autres personnes, et on est pleinement responsable de notre vie, de ce qu'on fait, c'est plus la faute des autres. Enfin, je veux dire, le monde serait vraiment différent. Et parfait, en fait, il serait parfait. Et aussi que chacun fasse ce qu'il aime. Ça, c'est fondamental. Moi, j'ai toujours envie de faire ce que j'aime. Et j'aimerais que chacun puisse faire ce qu'il aime et ce qui est facile. Parce que si on fait ce qu'on aime et ce qui est facile, en fait, il y aura tout le temps quelqu'un qui aime. Il y a quelqu'un qui aimera faire la cuisine, il y a quelqu'un qui aimera faire le ménage, même il y a quelqu'un qui aimera chanter, il y a quelqu'un qui aimera parler. Moi, j'aime parler, moi j'aime partager. Mais il y a des gens qui aiment faire tout ce dont on a besoin, ce dont le monde a besoin. Ce qui fait que si chacun fait ce qu'il aime, voilà, on sera tous dans la joie, même de faire des travaux qui on pourrait dire, mais personne construira les routes. Mais punaise, il y a des gens qui adorent faire ça aussi. C'est vrai. Il y a des passions pour tout. Mais oui. Mais sauf qu'on est un peu tout à l'envers, encore une fois. Je crois que j'ai déjà dit, je trouve des fois on marche sur la tête, mais là aussi on est un peu à l'envers. On n'a pas cette conscience, mais fais ce que tu aimes. Fais juste ce que tu aimes et occupe-toi de toi. Mind your own business. Occupe-toi de tes affaires, balaye devant ta porte, quoi. Et transforme-toi. Et tout ira mieux. Je pense que tout ira bien, tout simplement, quoi. En fait, c'est vrai. Puis par rapport, je rebondis juste, c'était pas une question que j'avais prévue, mais par rapport à ton voyage en Irlande, donc tu as fait 10 mois en Irlande avec ta fille, si je me trompe pas. C'est ça, oui. Avec la plus jeune de mes filles, l'aînée, elle est restée ici en Suisse. J'ai vu notamment, alors un aperçu, tu m'en diras un peu plus, mais à un moment tu as proposé dans les rues, je sais, du coup en Irlande, des câlins gratuits. Oui. quel est ton ressenti après cette expérience? Oui, mais alors ça j'ai commencé en Suisse. Ça j'ai commencé. Tu faisais déjà en Suisse. Oui. Ouais, alors ça, en fait, en janvier 2022, j'étais à un moment donné un peu les batteries à plat comme ça. Je disais, oh mais punaise, je me sens plus animée. J'ai l'impression que même
mon propre travail et même si le téléphone sonnait sans arrêt avec des personnes qui veulent quelque chose, il y avait un truc qui me disait j'ai plus envie en fait. Mais j'ai plus, enfin, c'est pas que j'ai plus envie de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est pas du tout ça, mais à ce moment-là, j'étais comme dans le noir un peu, je disais, mais je me sens éteinte, quoi. Et tout d'un coup, je dis, mais qu'est-ce qui pourrait me faire vibrer? Et tout d'un coup, je me suis vue, j'ai pensé à Amma. Tu sais, qui fait tu connais pas? Amma, c'est une femme indienne qui voyage partout dans le monde et elle se présente sur des très grandes scènes, des 4000, 5000 personnes. Mm-hmm. Et puis les gens, en fait, ils font la file d'attente pour qu'elle les prenne dans les bras. Okay. Et j'ai vu ça, je me suis dit, oh, mais moi, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux prendre les gens dans mes bras, en fait. C'est ça que je veux faire. Vraiment, mais ça m'a mis en joie, mais un truc de fou. Puis après, je me suis dit, bon, si je réserve l'auditorium Stravinsky et que je propose de prendre les gens dans mes bras, c'est bizarre. Il y aura juste personne. Alors, je me suis dit, je vais aller dans la rue. Et là, j'ai transformé mon Bloomy avec l'aide de Delphine Colli, qui est graphiste. Je lui ai dit, il faut transformer mon Bloomy pour qu'il fasse des câlins. Donc, en fait, c'est devenu un câlineur de rue. Et donc, j'ai transformé mon logo. J'ai partagé un petit peu ça avec une amie au début qui était aussi dans cet enthousiasme, et puis elle me dit on va faire des gilets. Alors bon, on a fait des gilets et puis j'ai fait 10 gilets, des roses et des verts. Puis, il y a des câlineurs et des câlineuses de rue, et au mois de mars 2022, est-ce que c'était au mois de mars 2022? Mais je parle de la notion de... Bref, j'ai commencé à Vevey à faire les câlins dans la rue. Alors, j'étais une fois avec cette amie, et puis après, elle n'a plus eu le temps de venir, mais moi, j'étais tous les jours, absolument tous les jours. J'ai fait Vevey, Montreux, Fribourg, partout, en fait. Okay. Et puis après, il y a des autres personnes qui sont venues avec moi, me dire « Ah, c'est trop cool tes câlins dans la rue ». Donc, j'ai été avec je ne sais pas combien de personnes. Après, il y a des gens qui faisaient un câlin dans la rue, qui me disaient « Oh, c'est génial ». Mais comme moi, j'avais toujours mes gilets avec moi, eh bien, j'ai dit « Tu peux rester avec moi si tu veux ». Puis, j'ai sorti le gilet du carton, puis la personne est restée avec moi, des gens que je connaissais pas du tout. Et j'ai vécu là, il y a des choses absolument extraordinaires qui se sont passées avec mon Bloomy, là. Et j'ai fait un panneau, un câlin pour toi dans la confiance et la joie. Et donc, quand je suis partie en Irlande, je ne pars pas sans mon Bloomy et tout. Donc, j'ai fait un petit, comme un roll-up A3, aussi avec mon amie Delphine. Et puis, on a traduit ça en anglais, Hack for You in Trust and Joy. Et puis, il m'a fallu quelques mois quand même pour aller, parce que ma fille, ça n'intéresse pas trop, ça. Donc, j'étais en Irlande, mais bon, elle, c'est pas trop son truc. Et puis, elle est rentrée en Suisse en décembre, avant moi. Okay. Donc, j'étais 2 semaines toute seule en Irlande. Et là, j'ai été 5 fois à Dublin, faire les câlins dans la rue à Dublin. J'ai dit, yes, maintenant j'y suis à Dublin. Enfin, et puis après, je suis allée encore dans une autre ville aussi en Irlande, à Kildare. Et ouais, voilà, pour ça fait partie de mon offre. En fait, une partie de mon travail, je considère que grande partie de mon travail, c'est de transmettre cet enthousiasme de cette manière-là. Mais une autre de mes activités, c'est de distribuer des sourires dans la ville de Bulle. Ça, j'avais commencé en juillet 2021. J'ai décidé, moi, je vais consacrer 20% de mon temps à distribuer des sourires dans la ville, en fait. Donc, vraiment, j'ai pris cette décision consciente de sortir de chez moi et d'aller distribuer des sourires dans la ville. Alors, ouais, c'est bizarre. Beaucoup de choses que je fais sont bizarres. Mais pour moi, ça contribue justement à juste faire confiance à la vie, à partager et à distribuer, en fait, cette joie, cet enthousiasme, cet amour, et de toutes les manières que possible. Alors, certaines, c'est payant, et d'autres, c'est juste pas payant. Mais enfin, pour moi, ça n'a rien à voir. J'ai déconnecté dans mon esprit, ça a complètement déconnecté le fait d'œuvrer, c'est-à-dire de faire ce qui est attendu de moi, et de gagner de l'argent. Donc, c'est assez spécial, mais je sais que j'ai toujours ce qu'il me faut. Et puis, je fais plus de lien, en fait, entre toutes ces choses comme tout travail mérite salaire et tout ça. Pour moi, ça veut plus rien dire, en fait. Ouais, il y a beaucoup de choses qu'on peut donner, déjà, tout simplement. Puis, en général, le retour se fait d'une manière ou d'une autre. Mais il faut donner sans penser au retour. C'est ça, justement. C'est pour ça que j'ai déconnecté le fait. C'est même plus le fait de travailler. C'est que moi, quelque part, des fois, on me dit de travailler quel pourcentage. Mais c'est quoi comme question? Moi, je sais pas. En fait, moi, je travaille tout le temps. Je travaille pas. En fait, je travaille jamais. Parce que j'œuvre. Je suis moi-même. Ouais. Alors que je croise quelqu'un, encore une fois, que je croise quelqu'un dans la rue, et puis qu'on échange, et puis paf, après, il fait quelque chose. Ou que j'accueille quelqu'un ici, sur rendez-vous, qui paye sa séance. Mais moi, je fais la même chose, en fait.
Ouais. Alors, bien sûr, il faut aussi qu'il y en a quelques-uns qui paient mais c'est jamais, il n'y a pas de préoccupation là autour, en fait. Moi, j'œuvre en étant moi-même. Intéressant. C'est Puis tout. par rapport à ton livre aussi, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de quoi il va parler? Bah, volontiers, oui. Alors ça, c'est aussi, ça fait partie, comme j'ai vraiment ce désir de partager des expériences. J'ai écrit ce livre, il est assez particulier. Je dis que c'est une dianerie, en fait. Une dianerie de plus. Parce que quand j'ai compris que je voulais vraiment partager par tous les moyens, j'ai commencé à faire des newsletters, après des vidéos YouTube, après des podcasts, toujours dans cette idée de partager des expériences. Puis après, le livre, c'est un peu comme une évidence aussi. C'est juste un canal de plus. Donc, en fait, le début du livre, c'est comment ça se fait que j'écris un livre. En fait, c'est l'histoire du livre lui-même, parce que ça fait 7 ans quand même que j'ai eu l'information d'écrire un livre, la première fois. Mais je raconte tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que j'écrive vraiment le livre. Après, je parle du projet qui m'a fait partir, comment j'ai construit partir 10 mois. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais si t'as les moyens de partir comme ça 10 mois, bah, t'as bien raison. Je n'avais pas du tout les moyens. Enfin, j'ai construit ça. J'ai organisé, j'ai prévu, j'ai réfléchi. Ça m'a pris 6 mois, donc je raconte ça. Puis après, alors, je déroule chronologiquement, c'est très autobiographique, déroule chronologiquement ma vie, en fait, en chapitres. Donc, le chapitre parcours professionnel, l'enfance, les amours, la vie de maman et les transformations personnelles, avec mon regard sur un peu, voilà, qui je suis, quoi. Et puis, le dernier chapitre, c'est le voyage lui-même en Irlande. Mais à un moment donné, j'ai compris que le projet, c'était pas partir en voyage 10 mois avec ma fille, c'était écrire un livre. Ce qui fait que j'ai décidé de finir l'écriture du livre au moment où j'ai rattrapé. J'avais remonté le temps, en fait, jusqu'au 11, ça s'est terminé le 11 avril. Puis là, j'ai dit, ça, c'est la fin du livre, parce que, en fait, le projet, c'était d'écrire le livre. Donc, il n'y a pas la fin du voyage dans le livre, mais par contre, il est sur Instagram. On avait un compte avec ma fille, un compte loin de là, donc on peut le trouver là. On peut le trouver sur tous les épisodes de podcast. Enfin, on peut trouver la fin du voyage, mais il n'est pas dans le livre. Qu'il va sortir? Alors, il va sortir d'ici la fin. Parce qu'après, j'ai eu cette chance incroyable, mais j'en tombe encore de ma chaise maintenant. J'ai envoyé un mail à une maison d'édition dont on m'avait donné le nom, qu'on m'avait recommandé. Un mail et ils ont décidé d'éditer le livre, donc c'est juste incroyable et il devrait sortir avant la fin de l'été. Super, c'est vraiment ce qui est bientôt. attendu. En principe, ouais. Super, on se réjouit. Ils pourront le retrouver, je pense, sur ton site internet. Alors sur mon site, il y a Et des puis informations aussi, sur le projet. Ils peuvent déjà alors il sera en librairie, donc c'est une maison d'édition française, mais il va être distribué dans 1000 librairies. Je pense qu'on pourra l'obtenir bien sûr en Suisse, mais sur ma boutique en ligne aussi, on pourra l'avoir. On peut déjà le commander sur mon site internet. Ceux qui veulent être sûrs d'avoir leur exemplaire. Mais j'espère qu'il y en aura assez, je ne sais pas. Je n'ai pas d'expérience là-dedans, donc on verra ce que ça donne. Et puis après, comme je vais faire cette conférence, je vendrai le livre aussi dans les conférences. Et je pense que je suis un peu appelée aussi à aller de nouveau sur la route et puis aller présenter un petit peu tout ça. En tout cas, ça me fait vibrer d'imaginer ça. C'est peut-être un peu le changement dans ce que je propose. Mais les entretiens d'enthousiasme, ça, il y aura toujours. La radiesthésie, il y aura toujours. Les engagements dans les entreprises, il y aura toujours. Ça, c'est vraiment le socle. Très inspirant. Est-ce que tu as un dernier mot, message que tu aimerais passer à nos auditeurs? Ça peut être très court. Moi, j'ai envie de dire bloomez, quoi. Allez-y, prenez soin de vous. Lancez-vous dans l'aventure, même si le parcours est parfois caillouteux, mais vraiment lancez-vous dans l'aventure de vos propres transformations personnelles, quoi. Super. En tout cas, merci beaucoup pour ton passage ici sur le Hopcast. J'espère que tu as eu du plaisir dessus. Absolument. Merci à toi, vraiment, encore une fois, d'être venu jusqu'ici et d'avoir partagé ce délicieux moment. Ouais, c'est vraiment super. Grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, Bon, tu as ton site internet. Le site internet, donc bibloom.ch. Et puis là, il y a aussi le lien vers tous les réseaux. Donc, je suis sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Et puis le podcast. Comme on trouve tout sur le site, en fait. Là, il y a vraiment les liens vers tout. La base, j'ai envie de dire, c'est quand même le site internet. Ouais. Donc, on le mettra aussi en description. En tout cas, merci beaucoup. Donnez aussi de la force pour ce Hopcast. Oui, alors mettez tous des pouces et abonnez-vous à Hopcast parce que c'est magnifique ce que tu fais. Vraiment, t'encourage, te soutient, t'envoie wagon de bonnes ondes. Oui, vraiment, vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on dit au revoir à nos auditeurs. À bye bientôt. Bye.